Le 7-9 de France Inter, première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Patrick Cohen. En réagissant dimanche soir en appelant à un maximum de candidatures d'Union de la gauche aux législatives, vous n'avez pas dit ce que vous éprouviez à l'égard du nouveau président. Espoir, attentisme, hostilité ? Je n'ai absolument aucune hostilité personnelle à l'endroit d'Emmanuel Macron. Je lui souhaite, comme tout le monde, de réussir, parce que les questions qui sont posées à la France sont lourdes. Elles sont lourdes sur le plan du chômage, elles sont lourdes sur le plan des inégalités, de la pauvreté, de la tension que l'on perçoit encore dans le pays. Donc je lui souhaite de réussir, mais en même temps, je ne crois pas aujourd'hui son projet capable de répondre aux grandes transitions qui sont celles que vit notre pays, la transition écologique, la mutation du travail. Vous n'y croyez pas, donc c'est l'opposition ? Oui, moi je suis dans l'opposition et je serai dans l'opposition à Emmanuel Macron, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas intelligemment. Il y a dans une démocratie une majorité, une opposition, des idées différentes, des projets politiques, mais pour dire les choses simplement, le président de la République, le nouveau président de la République, a lui-même posé les termes de ce qui caractérise une opposition et une majorité. Il ne croit plus à la gauche et à la droite. Il pense aujourd'hui qu'un projet peut s'incarner dans le ni droite ni gauche. Moi, je pense que la gauche existe encore. Et parce que je pense que la gauche existe encore, je combattrai un certain nombre de propositions, comme la suppression de l'impôt sur la fortune, le recul des droits sociaux des salariés, la remise en cause des services publics. Je me battrai pour une vraie transition écologique. Je me battrai pour améliorer aujourd'hui les conditions de travail. Tout cela fait un projet politique et justifie que je me situe dans l'opposition librement, sereinement, tranquillement, sans pour autant que ça suscite, j'imagine, de cris d'orfraie. Mais vous n'auriez pas un autre discours en démocratie s'il avait été élu un président issu de la droite, Benoît Hamon ? Auriez-vous eu un autre discours si le président élu avait été issu de la droite ? Je me serais situé dans l'opposition de la même manière, parce que le projet politique n'est pas aujourd'hui un bon projet politique pour le pays. Je vais prendre quelques exemples, mais je considère aujourd'hui que nous avons besoin d'innovation sociale, nous avons besoin de penser le travail différemment. Je l'ai porté dans ma campagne présidentielle. Il reste attaché à une vision assez classique du travail, voire même à une précarisation du travail, qui pourrait être la solution à ses yeux à la question du chômage. La précarisation, par exemple ? En facilitant le licenciement, en renvoyant aux entreprises le soin de fixer les termes aujourd'hui du droit du travail. Moi, je ne considère pas aujourd'hui qu'il faille renvoyer à chaque entreprise les conditions dans lesquelles on protège ou pas les salariés. Ces choix politiques-là, qui consistent finalement à reprendre cette idée selon laquelle plus facilement on licencie quelqu'un, plus facilement on l'embauchera, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je pense que ces modèles-là existent, ils peuvent faire l'objet de l'adhésion, et le président de la République y adhère désormais, en Allemagne par exemple, et ça s'est payé au prix d'une pauvreté qui a considérablement augmenté. Mon idée aujourd'hui, ça n'est pas de réduire le chômage au prix d'une pauvreté qui augmente. C'est la raison pour laquelle je me situerai sereinement, tranquillement dans l'opposition. Les ordonnances, c'est aussi grave à vos yeux que le 49.3 ? Mais c'est grave, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez tragique à ne rien retenir de leçons du passé. Le 49.3 a été vécu comme très mal par les Français. Pourquoi ? Parce qu'il touchait à quelque chose d'essentiel, nos conditions de travail. Les conditions dans lesquelles, chaque jour, on gagne son pain. Les conditions dans lesquelles on sera peut-être licencié. Les conditions dans lesquelles on participe à la décision dans une entreprise. Ce sont des choses importantes. Et le fait qu'on soit passé au-delà de l'expression qui était celle d'une protestation dans la rue, de l'expression d'une protestation par les syndicats, l'expression d'une protestation au Parlement, par 49.3 a beaucoup choqué. Eh bien, reprendre le sujet du droit du travail et commencer par dire « nous passerons par ordonnance », c'est-à-dire sans écouter les partenaires sociaux, sans écouter le Parlement. C'est pas ce qui a été dit. Pas ce qui a été dit. C'est-à-dire il y aura une consultation des partenaires sociaux, ça a été répété par Emmanuel Macron. Dans les faits, et le Parlement, il y aura une discussion parlementaire. Dans le cas des ordonnances, une loi d'habilitation. Oui, mais une loi d'habilitation sur les ordonnances, ça ne veut pas dire qu'on discutera au fond de ce qui se passera dans un texte aussi important que celui-là. Donc c'est aussi grave que le 49.3, c'est de même nature. Je considère qu'il y a là une forme de déni de démocratie et qu'on poursuit dans finalement une approche qui apporte assez peu de soins à la démocratie. Je trouve que nous sommes dans une période, justement, une époque où nous devrions nous préoccuper de la qualité du débat démocratique, de la qualité de l'intervention des citoyens. Et je pense que commencer par légiférer par ordonnance, n'est pas un bon signal. Vous pensez donc, Benoît Hamon, que le Parti socialiste, dont on annonce encore la mort, et
ce qu'a fait Manuel Valls hier, peut se refaire sur une opposition frontale au nouveau pouvoir? C'est pas une opposition frontale, j'assume d'être dans l'opposition. Je défendais un projet fondamentalement différent de celui d'Emmanuel Macron, ce qui n'a pas empêché des électeurs de gauche de voter pour lui, par vote utile, certains par sans doute adhésion. Moi, je ne renonce pas à l'idée de rassembler la gauche. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il se serait particulièrement curieux que je m'inscrive dans autre chose que l'opposition, tant finalement notre approche de la fiscalité, notre approche du travail, notre approche de la transition écologique sont différentes. C'est aussi simple que ça, je le fais sereinement, je vous le dis, tranquillement. On pourrait peut-être vous retrouver sur la première loi qui sera présentée, qui est la loi de moralisation de la vie publique. Qui Mais sera bien la sûr, je première voterai qui- certaines dispositions de cette loi si je suis élu parlementaire et député. Je voterai certaines dispositions, mais j'insisterai aussi pour la transparence sur les dons, comme je l'ai fait dans ma campagne, sur le fait qu'on soit véritablement demain indépendant au Parlement des lobbies privés, qu'on ne puisse pas exercer de profession en plus d'un mandat de parlementaire. Oui, j'irai au bout d'une vraie loi de moralisation de la vie publique, et j'espère que le gouvernement, en tout cas, s'attachera à le faire réellement, ne s'arrêtera pas au milieu du gué. Alors, sur quel programme allez-vous mener campagne pour ces législatives? On a vu hier le PS oublier certaines de vos propositions de votre programme présidentiel, le revenu universel, la taxe sur les robots, la sortie du diesel et du nucléaire. Est-ce que ça vous semble Oui, un bon compromis le ou est-ce- 49.3 citoyens. L'essentiel des marqueurs qui ont été ceux de ma campagne Oui. électorale, de la part pour certains d'entre eux, de dirigeants politiques qui n'ont ni fait ma campagne, ni sans doute voté pour moi. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'un parti tout aussi grand soit-il, tout aussi grande soit son histoire, ne peut pas enterrer de belles idées. Et de belles idées qui, de toute façon, continueront à féconder ce qui doit être la recomposition et la renaissance de la gauche. Elles n'ont pas moi- été très fécondes au premier tour, Benoît Hamon. Mais je ne conteste pas que ce résultat, et je l'ai même assumé personnellement, que ce résultat n'a pas été à la hauteur de mes propres espérances. Mais je voudrais dire d'un Vous mot aviez parlé d'une qu'il y a sanction quand même, historique je et pense, légitime. beaucoup plus de personnes à adhérer à mon projet qu'il y en a eu à voter pour moi. Et j'ai pu le percevoir tout au long de cette campagne, comme je le perçois encore maintenant. Je pense que ces idées sont grandes et qu'elles structureront la recomposition et la renaissance de la gauche. Et c'est à cela, moi, que je veux m'atteler, c'est-à-dire à l'avenir de ces idées, avant de me préoccuper de la façon dont les uns et les autres cherchent une stratégie de revanche ou une stratégie de survie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le moyen et long terme. Comment la gauche va renaître de cet échec, mais qui ne voit pas que durant cette campagne électorale, il y a eu non seulement un débat de qualité parfois, mais que ce débat a permis justement d'être particulièrement innovant sur la question sociale, particulièrement innovant sur la question du travail. Qu'est-ce qui est finalement, je regardais les enquêtes et il apparaissait que la seule idée nouvelle que l'on a retenue de cette campagne, c'est le revenu universel. Et je trouve curieux que le Parti socialiste abandonne la seule idée nouvelle qui a été évoquée pendant cette campagne. C'est la raison pour laquelle je continuerai évidemment à me battre pour ces idées et à soutenir les candidats qui évidemment se reconnaissent dans ces idées. Donc cette idée-là, comme les autres, elle est mise entre parenthèses pour cette campagne législative, mais vous ne désespérez pas de la faire renaître et de la faire mais revivre. elle est mise entre parenthèses par Jean-Christophe Cambadélis, elle n'est pas mise entre parenthèses par moi. À part lui seul, par l'appareil du PS. C'est le Bureau national a adopté un texte sans vote. Très bien, moi je respecte les partis. Je dis juste que c'est pas les partis tout aussi grands sont-ils, n'enterrent pas les belles idées. Moi je continuerai à faire campagne sur ces idées, évidemment, mais pas seulement pendant les législatives. Ce que je veux simplement dire, c'est que qui ne voit pas aujourd'hui qu'on a besoin de se régénérer autrement que par des textes qui cherchent à mettre d'accord tout le monde. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut être parfois audacieux, clivant, innovant, et si ça ne paye pas au début, si nous n'avons pas réussi à convaincre dès la première campagne, je pense que ce travail-là doit se poursuivre. Et je suis convaincu, je vous le redis, qu'il y a beaucoup plus de Français d'accord avec ce projet qu'il y a eu de Français à voter pour moi. Pourquoi ont-ils décidé à un moment de ne pas voter pour moi? Parce qu'ils ont eu le sentiment que je ne pourrais pas gagner. Et du moment où cette conviction s'est enracinée dans la tête de bon nombre d'électeurs de gauche, ils ont choisi un vote utile pour éviter le second tour Fillon-Le Pen, ce que je comprends parfaitement. Certains se sont portés sur le vote Mélenchon, d'autres sur le vote Macron. Est-ce que pour autant, ces idées-là ont vocation à mourir? Non, et je continuerai à me battre, c'est ce que j'ai dit. Je ne déserterai
pas, je continuerai à me battre pour ces idées-là. Le vote Mélenchon, puisque vous en parlez, Benoît Hamon, 620 000, vous connaissez ce chiffre, vous n'avez pas fini d'en entendre parler parce qu'il est cité régulièrement par les responsables de la France Insoumise. 620 000, c'est le nombre de voix qu'il a manqué à Jean-Luc Mélenchon pour devancer Marine Le Pen, éventuellement être qualifié pour le second tour. Certains vous font porter la responsabilité de l'échec de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Que leur répondez-vous ? Écoutez, je leur réponds que je ne crois pas que la gauche puisse se recomposer autour d'un seul homme. J'ai beaucoup critiqué l'approche qui était tribunicienne, providentielle, de beaucoup à l'occasion de ces élections présidentielles. En même temps, c'est l'élection qui se prête le plus à cette approche providentielle. Je pense qu'il faut renoncer désormais, puisque nous rentrons dans un nouveau cycle, à l'idée selon laquelle la gauche ne peut se recomposer qu'autour d'un seul homme. Je pense qu'au contraire, la gauche a toujours eu pour caractéristique d'être plurielle, diverse, et de ne pouvoir gagner qu'à condition qu'elle se rassemble. Et elle ne se rassemblera pas autour juste du destin d'un seul. Et c'est aussi simple que cela, c'est la caractéristique de la gauche française. Nier cela, c'est nier notre histoire et surtout fermer les yeux devant la seule voie qui nous permettra demain de reconquérir le pouvoir, le rassemblement et le respect de cette diversité, de cette pluralité. Moi, j'ai mis des idées en débat. Je n'ai pas mis une étiquette seulement sur la table le jour où je me suis présenté aux élections présidentielles. J'ai mis des idées en débat, elles ont structuré l'élection présidentielle. De la taxe sur les robots, 49.3 citoyens, la 6e République, au fait d'assumer aujourd'hui mes convictions écologistes. J'ai décidé de porter le revenu universel, j'ai choisi le destin européen comme la voie par laquelle la France pourrait continuer à grandir. Ces idées, elles restent vivantes, je continue à les porter et je le dis à tous les électeurs de gauche, quels qu'ils soient. C'est autour de ça que nous ferons renaître la gauche, pas autour du destin d'un seul. Un mot encore sur Manuel Valls, dont on vient d'apprendre par la bouche de Jean-Paul Delevoye, qui est chargé des investitures au sein du mouvement En Marche, qu'il n'aurait pas l'étiquette République En Marche dans sa circonscription de l'Essonne. Benoît Hamon, vous le gardez au Parti Socialiste ? D'abord, je crois qu'il n'y est plus de facto, mais je trouve que il y a quelque chose d'un peu triste à tout ça. Il y a une vraie fin de cycle et je pense que ce n'est pas qu'une fin de cycle politique qui se caractérise par l'échec d'une formation politique dont j'ai symbolisé et incarné cet échec à l'élection présidentielle puisque je porte ce fardeau-là, incontestablement. Mais je crois qu'il y a une forme de faillite morale et que dans cette faillite morale se joue aussi beaucoup des raisons qui justifient que beaucoup d'électeurs aujourd'hui, finalement, n'estiment plus ce que nous représentons, ce que le Parti socialiste a collectivement représenté. La faillite de qui ? D'un comportement, celui de Manuel Valls, mais qui est celui aussi de ceux qui choisissent de ne pas voter pour, ou ne pas soutenir le candidat désigné par des primaires, de s'affranchir finalement de toute règle, et qui cherchent à survivre ou à prendre leur revanche, quoi qu'il se passe. Moi, je crois à la force et à la puissance des idées, et je me bats pour cela, et je le redis, la tâche qui est la mienne, c'est de reconstruire et de rebâtir la gauche, une série d'aurores incertaines, comme disait Jaurès, mais je crois dans ces aurores incertaines, parce qu'elles sont beaucoup plus prometteuses que l'opportunisme compulsif de quelques-uns. Benoît Hamon, invité de France Inter, on vous retrouve dans quelques minutes, il est 8h34. France Inter, le 7-9, intervenez. Au 01 45 24 7000, Cédric nous appelle de l'Hérault. Bonjour Cédric. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, voilà, bonjour. Je voulais m'adresser... bonjour monsieur. Bonjour Benoît Hamon. Je voulais m'adresser directement à vous. Alors personnellement, j'ai voté blanc, moi, aux deux tours, au premier et au deuxième tour, parce que je pense qu'il y a effectivement une résistance à amener à l'image, enfin à la politique française telle qu'elle est, dans son renouvellement, puisqu'il y a un renouvellement qui se pose. Même au premier tour, personne ne se rapprochait de vos vues ou de vos envies, Cédric? Non, si, Jean-Luc Mélenchon, mais c'est-à-dire que je l'envisage, moi, plus Premier ministre que président, en fait. Voilà, je trouve qu'il a plus une aura à être Premier ministre qu'à être président. Donc c'est pour ça que j'ai voté blanc aux deux tours, ne craignant pas que Marine Le Pen puisse passer et obtenir ce poste de présidentiable. Mais en tout cas, je tenais moi à participer à ce mouvement des insoumis, mais donc insoumis total, c'est-à-dire que je ne suis partisan de personne. Oui. Insoumis au processus électoral aussi. Alors une question, Cédric. Et du coup, je voulais savoir si Benoît Hamon, au vu de ses résultats au premier tour et de la situation du Parti socialiste,
il envisageait de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon et des forces de gauche insoumises en vue d'un regroupement, d'une union des gauches républicaines, sociales et solidaires, en fait, de manière à ce que, il puisse y avoir effectivement qui représente du coup la deuxième force, la première force d'opposition, puisque on est devant, je dis on, mais on est devant le Front National, et que c'est une force qui doit compter. Et du coup, est-ce que Benoît Hamon compte rejoindre ce mouvement-là pour pouvoir amener effectivement au Parlement une opposition à Emmanuel Macron, qui n'empêchera pas l'entrée dans l'Europe telle qu'il l'envisage et telle que je ne souhaiterais pas qu'elle puisse se faire. Merci. Et voilà. Oui, merci Cédric. Benoît Hamon. Merci monsieur. En tout cas, ce que je veux dire à vos auditeurs et aux électeurs français, c'est que il y a un scénario là tout à fait crédible qui pourrait réduire la gauche dans toutes ses composantes. La gauche de M. Mélenchon, les communistes, les écologistes et les socialistes, à une poignée de députés. Ce qui voudrait donc dire que la seule parole que l'on entendrait à l'Assemblée nationale pour défendre parfois les services publics et les travailleurs, ce serait celle du Front National, qui a décidé de faire parfois de cette question sociale une question centrale de son discours politique. Là où la droite, elle, accompagnera probablement une bonne nombre des réformes économiques et sociales. Et ce scénario est en train de se mettre en place, puisque chacun part désuni. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai appelé à ce que toutes les formations de gauche se parlent et qu'on cherche le rassemblement à l'occasion de ces élections législatives. Oui. Et je le dis à ma propre formation politique, je le dis à toutes les composantes, mais j'observe que hier, le Parti communiste s'est vu refuser un accord par Jean-Luc Mélenchon, alors que le Parti communiste a fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et je redis, nous sommes dans un moment politique particulier, où finalement, la redistribution des cartes politiques se fait autour de personnes et plus véritablement autour de projets politiques collectifs, de l'intelligence collective. Nous avons un mouvement, celui du président de la République, En Marche, dont les initiales sont celles du président de la République lui-même, c'est incroyable, qui décide de ses candidats, non pas par vote, par délibération collective, par exercice démocratique, mais en désignant par un logiciel avec un comité. C'est pas lui qui désigne. Ça reste à vérifier si vous voulez bien, quand on est dans un mouvement dans lequel il y a un chef et derrière on peut... Je vous dis la façon dont c'est annoncé. Après, oui, voilà, mais nous avons ensuite le mouvement autour de Jean-Luc Mélenchon. Moi je respecte d'ailleurs les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, mais qui est aussi très organisé autour d'une personne. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, je ne crois pas en tout cas, choisir la voie qui consiste à imaginer, après des élections présidentielles où finalement la logique du débat politique s'est effacée derrière la logique du vote utile, il faut que le débat d'idées reprenne le dessus, et pour cela, que nous ayons le souci de nous parler et de nous rassembler. Vous allez faire quoi, Benoît Hamon ? Parce que là, écoutez, la France insoumise ne s'accordera pas avec les communistes. Mais je vais parler, je vais continuer elle à ne faire s'accordera pas avec les écologistes non plus. Je vais continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui continuer à marteler qu'en dehors du rassemblement, il n'y a aucune perspective pour que la gauche pèse. Et il y a un risque certain qu'il n'y ait quasiment aucun député de gauche. Ce qui veut dire que cette parole, qui pourrait être celle des précieuses de députés de gauche pour défendre le droit du travail, promouvoir la transition écologique, revendiquer que demain la construction européenne se fasse sur un modèle qui soit beaucoup plus solidaire, refuser le service militaire obligatoire pour les jeunes. Qui fera entendre cette parole ? Personne, sinon peut-être le Front National, ce qui serait la pire des choses. Et moi, je pense que je me tiens à distance d'une stratégie qui pourrait être celle de M. Mélenchon, qui veut ensevelir finalement tout ce qu'il y a entre lui et M. Macron, celle de M. Macron qui vise, lui, à se débarrasser de toute forme d'opposition du monde ancien, de gauche crédible. Comme disent les macronistes. Oui, vous faites partie du monde ancien. Je crains que les idées libérales appartiennent à ce monde ancien. Je pense qu'il faut s'attacher moins à regarder les figures que les projets politiques. Je ne crois pas que ce soit très moderne aujourd'hui de supprimer l'ISF pour ceux qui ont un portefeuille financier. Je ne crois pas que ce soit très moderne de faciliter le licenciement de ceux qui aujourd'hui gagnent peu à leur travail. Je ne crois pas que ce soit moderne de rétablir le service militaire obligatoire parce qu'on constate qu'aujourd'hui, il sort des jeunes du système éducatif qui sont des jeunes en déshérence. Je ne crois pas que tout cela soit moderne. L'idée que je me fais de la modernité, c'est de penser les mutations du travail, parce qu'elles sont à l'œuvre. C'est de penser
l'évolution de notre modèle de production, parce qu'aujourd'hui, il se fait au prix d'une formule insensée qui pense nos ressources naturelles inépuisables et la planète invulnérable, ce qui n'est pas le cas. Voilà ce que je crois moderne. Et je me bats pour cela. Et je le dis aux électeurs de gauche. Oui, vous devez avoir conscience que si vous ne choisissez pas des candidats qui peuvent aujourd'hui porter ce rassemblement, nous n'aurons pas de députés de gauche à l'Assemblée nationale, ou si peu nombreux qu'ils ne pèseront pas. Et c'est ce risque-là que moi je vois poindre, et je le redis à tous les électeurs, qu'ils aient choisi Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou ma candidature, il y a impérieuse nécessité à nous retrouver et à nous rassembler. Ah, vous incluez la candidature les électeurs de Macron. Mais il y a des électeurs de gauche qui ont voté Emmanuel Macron. Oui, il y a des électeurs de gauche qui ont voté Emmanuel Macron, évidemment. Et je serais bien sot de l'ignorer. Est-ce que pour autant c'est une adhésion à son projet? Je ne le crois pas. Je pense hélas que dans la Ve République, on a une occasion de voter et de peser sur le destin de la nation tous les 5 ans. Ouais. Et c'est dans cette élection-là qu'on choisit le vote utile plutôt que le vote sur ses idées. Parce que les stratégies d'opinion prennent le dessus sur le débat démocratique. Je le regrette, mais c'est ainsi. C'est la logique de nos institutions. Et c'est ce qui m'amène toujours à défendre l'idée selon laquelle il faut passer à une 6e République. Dominique nous appelle de Toulouse. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Benoît, monsieur. Bonjour. Je fais justement partie des électeurs de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui se reconnaissent absolument pas dans ton projet, Benoît. Je te tutoie parce que je suis militant également socialiste. Et en fait, je vais pas retrouver dans ton projet et dans ton positionnement la seconde gauche, les idées portées par la CFDT, par Terra Nova, par Lionel Jospin et Michel Rocard qui ont porté haut ces idées, que je ne retrouve absolument pas dans les tiennes. Les appels incessants à se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon ne sont absolument pas dans le logiciel socialiste que j'ai toujours accompagné et pour lequel je milite depuis longtemps. Donc très déçu et évidemment, je continuerai malheureusement à être poussé vers Emmanuel Macron par le positionnement du Parti socialiste et par son candidat. Merci Dominique pour cet appel. Benoît Hamon. C'est marrant parce que je pense que Michel Rocard n'aurait jamais parlé comme cela. Il aurait parlé idée d'abord. Parce que la deuxième gauche, c'était pas une stratégie. C'était pas le refus du rassemblement de la gauche. Michel Rocard n'a jamais été l'adversaire du rassemblement de la gauche. Au contraire, il a toujours promu le rassemblement de la gauche. Oui. Première clarification. Il n'y a pas que des idées sur la table, il y a aussi des menaces d'exclusion. Vous l'avez entendu ces derniers jours aussi. L'essentiel, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous contentons de regarder l'évolution du travail sans rien faire? Le fait que demain, il faudra financer notre protection sociale et qu'il faudra penser des financements nouveaux. Que la transition écologique, elle est au cœur justement d'un modèle de développement qui intègre l'homme et la planète. Toutes ces idées-là sont dans la tradition de la deuxième gauche. Et je trouve assez, finalement, assez triste qu'on se revendique de la deuxième gauche et qu'on en oublie son patrimoine culturel, politique, intellectuel. J'étais très honoré, moi, que des grandes figures qui appartiennent à la deuxième gauche me soutiennent lors de cette campagne présidentielle, que des Patrick Vivray, que des Claude Alfandéry se soient engagés à mes côtés, des hommes et des femmes qui ont construit l'économie sociale et solidaire, que des grands intellectuels aient fait le choix justement d'un projet qui était un projet innovant. On l'a dit. Mais on peut en citer d'autres de la même famille qui ont soutenu Emmanuel Macron aussi pendant cette campagne. Mais je ne conteste pas cela. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas qu'une affaire d'étiquette. C'est que nous sommes devant aujourd'hui une tâche qui est bien plus importante que de jeter des noms, Terra Nova, la CFDT. La CFDT, elle a été traversée par des débats passionnants sur la question du revenu universel. Et moi, j'ai écouté ce qui se passait dans ce syndicat aussi pour voir de quelle manière ce nouveau rapport au travail pouvait évoluer. Tous ces sujets sont des sujets pour les années à venir. Soit on s'en empare, et on s'en empare en ayant le souci de rassembler la gauche, soit on pense que le ni droite ni gauche peut fonctionner. Mais j'ai du mal à croire, objectivement, que ce soit cette perspective-là qui permette au pays de se redresser. Moi, je crois que la gauche existe encore et c'est même heureux. Et j'insisterai sur un dernier point. Si on pense que le clivage droite-gauche n'existe plus, eh bien on en viendra, ce sont des travaux remarquables d'ailleurs d'une philosophe qui est une philosophe belge, Chantal Mouffe, dont je partage la réflexion là-dessus, qui dit que a beaucoup inspiré Jean-Luc Mélenchon. Mais pas que Jean-Luc Mélenchon. Il faut arrêter. Elle inspire celles et ceux qui aujourd'hui s'intéressent à cette indifférenciation entre la gauche et la droite. Elle s'est montrée pendant cette campagne à ses côtés. Oui, d'accord, mais elle peut inspirer bien au-delà. Et elle inspire au-delà de la France. Elle prétend aujourd'hui, je trouve son analyse intéressante, que s'il n'y a plus de clivage droite-gauche, si justement on s'en débarrasse, ce qu'est tenté de faire parfois Jean-Luc Mélenchon, s'il substitue un clivage moral entre ce qui est bien et ce qui est mal, le vrai et le fond, le faux, le mensonge et la vérité. Moi, je ne parle pas au nom de la vérité. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, quand il est en désaccord avec moi, ment.
Je ne pense pas que François Fillon ment. Je pense qu'il propose une option différente. Et je me refuse de substituer à un clivage politique droite-gauche un clivage moral. Parce que si c'est cela qui demain structure la vie politique française, que se passera-t-il ? Nous n'aurons plus en face de nous des adversaires dans le cadre d'institutions démocratiques, nous aurons des ennemis. Et je m'y refuse. C'est la raison pour laquelle je revendique appartenir à une famille politique, je revendique la gauche, je revendique défendre des classes sociales en particulier, les classes populaires et les classes moyennes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts que d'autres. Et au sein du Parti Socialiste, Benoît Hamon, on a beaucoup de questions là-dessus. Mais au sein du Parti Socialiste, moi, c'est ma famille politique aujourd'hui. J'entends ce qui se passe et moi, je soutiendrai les candidats de ma famille politique aux élections législatives, condition qu'ils ne soient pas des candidats qui s'inscrivent dans la majorité présidentielle, dont je pense qu'elle n'a aujourd'hui guère de chance de répondre à ce qu'est la tâche historique de la gauche, qui est de permettre aux hommes et aux femmes de vivre mieux, de s'épanouir et de s'émanciper. Mais je vais plus loin. Moi, je ne vais pas me contenter de cela. En juillet, le 1er juillet, je lancerai un mouvement large qui s'adressera aux hommes et aux femmes de gauche, citoyens, pour être en situation de se retrouver, de penser les suites que nous pouvons donner à ce travail que nous avons commencé lors de la campagne présidentielle, travailler sur ces idées nouvelles. C'est un mouvement qui est un mouvement transpartisan, le 1er juillet, que je lancerai et qui se nourrira du travail des intellectuels, de cette innovation citoyenne et démocratique que nous avons mis en œuvre pendant la campagne présidentielle. Je pense qu'il faut que la gauche se régénère, qu'il y ait des lieux dans lesquels elle travaille, elle vive, au-delà des partis politiques. Transpartisan, c'est-à-dire avec des... J'inviterai des hommes et des femmes qui appartiennent aux partis politiques, qui n'y appartiennent pas. Je les inviterai à continuer ce travail indispensable pour reconstruire la gauche. Aujourd'hui, on peut appartenir aux écologistes, aux partis communistes, se reconnaître dans différentes candidatures et avoir envie de travailler ensemble. Puisque les partis politiques... Non, je n'ai pas de nom, mais y compris des marcheurs et des insoumis aussi, non ? Toutes celles et ceux qui veulent aujourd'hui contribuer à ce que la gauche renaisse. Nous avons besoin de cette renaissance-là et elle ne pourra se faire qu'à partir du sol fécond qui est celui des idées, de l'innovation sociale, citoyenne et écologique du terrain. Vous quittez le PS ou pas ? Non, je ne quitte pas le Parti Socialiste, je suis membre du Parti Socialiste. Il ne manquerait plus que le candidat du Parti Socialiste... C'est pas un parti. Est-ce que je dois rappeler que j'ai été choisi par les primaires, par les citoyens, qu'on considérait que mon projet politique était le meilleur. Mais voilà, mais était le meilleur. C'est au nom de cela que j'ai fait campagne. Nous avons eu le résultat, et j'ai eu un résultat qui est un résultat qui pèse aujourd'hui et qui m'oblige à essayer de penser justement la façon dont on peut faire renaître la gauche. Voilà. C'est un mouvement qui sera un mouvement politique qui ira au-delà des partis, parce que je pense aujourd'hui qu'il faut de l'horizontalité et que puisque les partis politiques ne veulent pas engager ce dialogue entre eux, il me semble qu'il faut l'organiser ailleurs.